Radio France, vous connaissez tous, hein, j'imagine, pas besoin de présenter. Peut-être juste vous rappeler quelles sont les 7 chaînes qu'on crée. On est un service public, on a 7 chaînes, 4 qui parlent, France Inter, France Bleu, France Culture, France Info, et 3 qui sont des chaînes musicales, France Musique, Move et FIP. Juste pour savoir, même si je ne vous vois pas très bien avec les projecteurs, qui parmi vous n'écouterait jamais aucune de ces chaînes-là? Personne. Moi, je ne vous ai pas vu. Très bien, mais alors vous n'êtes pas totalement représentatif de la population, si je peux me permettre, puisque notre reach, sur disons un mois moyen, est approximativement de 50%. Tout le monde paye via la redevance télé pour financer Radio France. Nous, on ne coûte pas très cher, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près à 2 € par mois par foyer fiscal. C'est moins cher qu'un abonnement mobile chez Free et beaucoup moins cher que Netflix. Et c'est pas mal, hein. Mais si tout le monde paye, seulement 50% des gens nous écoutent. Alors, j'ai fait une présentation, je l'ai envoyée à Andrés, qui m'a fait un retour en me disant on ne se connaissait pas encore. Il me disait super ta présentation, ça c'est parce qu'on ne se connaissait pas. Mais quand même, parce que c'est lui l'organisateur, il me dit mais il y a quand même 2 sujets que tu n'abordes pas trop, ça serait pas mal que tu en dises un mot. Modèle économique et développement des nouveaux usages. Est-ce que le digital bouleverse votre modèle économique? Est-ce que le digital transforme les usages de la radio? Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que j'allais peut-être casser ma présentation et commencer par vous parler de ça. Notre modèle économique, à la base, c'est marrant de poser la question à un service public parce qu'on le connaît. C'est en l'occurrence pour nous la redevance télé qui nous finance. Et en échange de ce budget que nous octroie l'État, on a un certain nombre de missions de production radiophonique dans le champ de l'information, du divertissement, de la culture, des savoirs, de la musique, etc. Et quand on s'acquitte de ces missions, on a mérité la dotation de l'État. Alors, pour être honnête, on a quand même un petit complément à la dotation de l'État, lié aux activités publicitaires et de diversification à Radio France, mais qui représente approximativement 10% de notre budget. Donc, est-ce que le digital, je vais commencer par ça en fait, répondre à tes questions Andrés, est-ce que le digital bouleverse notre modèle économique? Quand j'ai dit ça, à produire des contenus et les diffuser dans un certain nombre de champs, et en échange de quoi on mérite une dotation de l'État, non, le digital ne change rien. Mais après, tu m'as posé la deuxième question et je me suis dit que c'était la même. Notre modèle économique n'est pas de produire des contenus et de les diffuser, il est de produire des contenus, de les diffuser et de toucher un public. Toucher, si possible, tout le monde. Et je viens de vous dire qu'on ne touche que 50% des Français sur une base mensuelle. Alors oui, le digital, de ce point de vue-là, bouleverse un peu notre modèle économique. Pourquoi? Parce que si je devais résumer notre stratégie de façon extrêmement rudimentaire, notre stratégie à l'ère du numérique, c'est de passer de 50 à 100% des Français touchés avec ce qu'on produit. Alors ça ne sera pas sans effort, et on sait pour sûr que ça ne passera pas uniquement par la voie hertzienne. J'ai montré là la Tour Eiffel, parce que la Tour Eiffel est le plus puissant des quelques centaines d'émetteurs qu'on utilise en France pour diffuser nos chaînes de radio. On diffuse d'un point haut une antenne vers le bas, des gens qui écoutent, et on sait que ce modèle-là de diffuser d'en haut vers le bas par des ondes hertziennes n'est pas celui qui nous permettra de passer de 50 à 100. On espère rester le plus possible avec cette part de marché sur le hertzien. On ne sait pas combien de temps le hertzien va vivre, peut-être éternellement, peut-être moins longtemps, on n'en sait rien. Mais une chose est sûre, c'est que les 50% de Français restants, on ne les touchera probablement pas et plus par le hertzien. Et d'ailleurs, chez les jeunes, les moins de 25 ans, je ne parle pas de Radio France, là, qui est un public, à vrai dire, plutôt plus âgé, à part notre chaîne Move. Mais le média radio sur les moins de 25 ans est, disons-le, en chute libre. Si on regarde sur un pas de temps assez important, le volume d'écoute de la radio a quasiment été divisé par 2. Assez important, ça veut dire en 10-15 ans, chez les moins de 25 ans. Ce qui pose un problème à un certain nombre de médias plutôt privés. Donc, notre objectif est simple en numérique. C'est le même qu'en hertzien, mais en utilisant les nouveaux canaux, toucher un maximum de gens sans jamais transiger sur la qualité de ce qu'on produit. Et on s'est dit, tant qu'à faire, utiliser la façon de produire la radio, qui n'est pas si mal, je vais vous en montrer un exemple, qui est plutôt efficace, qui est plutôt pas si cher, pour une qualité que, comme vous tous, vous nous écoutez, à part, je crois, mais je n'ai pas bien vu, qui est plutôt digne de la confiance que nous accordent les Français.
Alors quelle audience? D'abord un petit mot sur la radio. Comment on la mesure l'audience? Vous le savez peut-être ou pas, donc je me permets un rappel. Un institut, Médiamétrie, appelle 126 000 personnes par an et leur pose pendant 35 minutes des questions, faisant appel à leur mémoire immédiate des 24 dernières heures. Qu'avez-vous écouté quart d'heure par quart d'heure? C'est un sondage qui est publié approximativement tous les 3 mois. On aura l'audience des programmes qu'on a lancés fin août, début septembre. On l'aura la semaine prochaine, le 16 novembre. C'est pas comme à la télé, hein. On a J+1 à 9h du mat, le Médiamat qui tombe. En radio, on peut attendre jusqu'à 3 mois après le lancement d'un programme ou une nouvelle formule pour savoir comment ça bouge, cette audience. Donc on a un nombre d'auditeurs par jour, un nombre d'auditeurs par quart d'heure, et on a une durée moyenne d'écoute par auditeur. Puis on a quelques données de ciblage évidemment complémentaires, on a bien plus de données que ça, mais ça reste quand même quelque chose d'a posteriori. Et pour vous donner une idée, tiens, avant-hier, France Musique recevait Ahmad Jamal, le grand pianiste de jazz, le grand compositeur. Journée spéciale Ahmad Jamal, génial. Qualité extraordinaire, c'était émouvant, c'était une belle parole, en plus bien posée et avec une très belle voix. Un génie de 87 ans qui va donner un concert bientôt à Paris. Journée spéciale. On n'a aucun moyen de savoir en radio hertzienne si cette journée-là de France Musique a eu 2 fois plus d'auditeurs qu'une journée moyenne, par exemple. Donc on sait peu de choses. Passons au digital. Là, le digital, vous connaissez bien. Sauf qu'on sait tous aussi qu'il y a un problème, pour un média en tout cas dans le digital, qui est comment mesurer quand on est sur plein de canaux différents. Comment se mesurer quand nous, en tout cas radio, on a des indicateurs sur l'écoute de la radio en direct, en streaming. On a de l'audio à la demande, des podcasts ou de l'écoute sur nos sites, etc. On a de la vidéo à la demande sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur nos sites, sur Dailymotion. Et puis on a nos sites web avec du trafic, des visiteurs uniques. Et on ne sait absolument pas comment réconcilier tout ça. On ne parle même pas de réconcilier ces données-là avec les données de la radio. Donc savoir si on est passé, ne serait-ce qu'aujourd'hui avec le digital, de 50% à 60% ou 70% ou 80% de la population, c'est quasiment impossible. On a quelques données quand même, et je vais y venir un peu après. Mais une des choses majeures qui a été le travail de la transformation numérique au sein de Radio France, ça a été de prendre conscience que dans le digital, à chaque fois qu'on avait un geste, une publication, un article, une vidéo, un son, on avait tout de suite un retour de l'audience. Et que ce retour-là, il n'était pas anodin. Qu'on le regarde en temps réel, qu'on le regarde jour par jour, qu'on le regarde par mois, il nous dit quelque chose, lui, réellement, de est-ce qu'on a été bon ou pas bon, est-ce qu'on a été efficace ou pas, à se dire qu'on avait des choses pour un nouveau public, pour un public complémentaire, ou simplement pour notre public habituel, qui nous écoute le matin, mais il ne nous écoute pas le midi, alors que le midi, il y aurait des trucs intéressants pour lui. Et ce qui est assez saisissant, et c'est pour ça que je vous ai rappelé comment on mesure la radio, c'est que finalement, dans une entreprise d'environ 4500 personnes, on ne se posait pas la question de savoir comment les gens nous écoutaient. Si on avait les données, Médiamétrie, on savait le poids de la voiture, notamment dans l'écoute de la radio, on savait un certain nombre de choses de façon assez grossière malgré tout. Grossière comparée à tout ce que le digital peut nous apporter comme information. Simplement, on n'avait pas la culture de se poser la question en permanence sur le digital, quand on fait quelque chose, est-ce qu'on le fait bien? Et le faire bien, la qualité éditoriale, ça on savait le dire. Mais le faire bien sur le digital, c'est aussi de trouver le public. Donc on a mis en place tout un tas d'outils. Là, je vous en donne juste un exemple. On a refait le site de France Bleu il y a 2 ans, on a multiplié par 4 sa fréquentation. Une des choses qui a été majeure, ça a été de donner à tout le monde des indicateurs sur ce qui s'y passe. Pardon, vous allez trouver certainement que ce que je dis est assez basique, assez élémentaire, assez naturel. Simplement, ça ne l'est pas du tout quand on est un média radio qui diffuse depuis des points hauts comme la Tour Eiffel. Ça a été une vraie transformation culturelle qui est toujours en cours. C'est de se dire, hier, combien on a fait de visites? Là, c'était il y a 1 mois. On avait fait 310 000 visites sur le site. C'était moins 20% par rapport à la semaine d'avant, etc., etc. Et puis on regarde avec des données. Où est-ce que les gens nous écoutent? Sur leur téléphone mobile, sur leur ordinateur. Quels sont les articles les plus consultés? Et ainsi de suite. Le moyen numéro 1 auquel nous avons fait appel pour enclencher cette transformation-là en profondeur, c'est de se dire qu'on a non seulement des auditeurs qui sont mesurés par une audience très globalisante, mais qu'on a en fait aussi des utilisateurs plus que des auditeurs, qu'on peut cerner, qu'on peut comprendre, qu'on peut analyser. D'un point de vue culturel, ça a été ça les actions. Partager, analyser les chiffres,
développer cette culture de ce que sont les chiffres, travailler en mode produit, ce qui est un mot un peu bateau, mais ça veut dire très concrètement que quand on prend des décisions de mettre une colonne de droite sur un site, de choisir une technologie ou une autre, d'analyser les temps de réponse des pages, de regarder dans quel ordre on met des éléments sur un site, on se demande comment les utilisateurs se comportent par rapport à ça et ce qu'ils vont attendre de nous. Utiliser une méthode agile, qui permet toutes les semaines de revoir presque complètement nos priorités, justement en fonction des retours que les utilisateurs nous auront fait via leurs clics, via leurs retours qualitatifs. Il se trouve en l'occurrence qu'on a un atout quand on est Radio France, c'est que les gens nous aiment plutôt bien, et quand on les déçoit, ils nous le disent aussi plutôt franchement. Ils nous le disent directement, ils nous appellent, ils nous envoient des mails, ils réagissent dans les formulaires qu'on met sur les sites, ce qui fait qu'on récolte énormément de données comme ça et d'informations de la part directement de nos internautes. Et ce qui nous permet, de façon assez souple, et peut-être de façon surprenante pour un service public, de façon très légère et agile, de tester énormément de choses. J'ai entendu ce matin Laurence Bonichelzi parler du droit à l'erreur qu'on s'octroyait maintenant. Une chose dingue pour un média. Ben oui, on se l'octroie, et on fait régulièrement des choses, on se plante, on revient en arrière, mais c'est pas très grave. Et Dieu merci, plus on avance, plus on teste, moins on se plante à l'arrivée. Alors voilà les résultats de cette première démarche, en 2 courbes, sur des choses un peu symptomatiques pour nous, les podcasts. On est quand même, pardon, tout à l'heure, Jean-Luc Chétrit disait qu'il ne supportait pas qu'on parle de médias traditionnels ou historiques. Nous, on est un média traditionnel historique. Le médium radio a quasiment un siècle. Notre plus vieille émission a 71 ans, c'est la Tribune des critiques de disques. C'est plus âgé que la plupart d'entre vous, je pense que la totalité d'entre vous. Notre deuxième plus vieille émission est Le Masque et la Plume. Beaucoup d'entre vous écoutent Le Masque et la Plume, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps. Quand même un certain nombre, y compris des très jeunes, l'émission a 62 ans d'âge. Donc je nous considère comme un vieux média qui essaye de s'adapter à cette nouvelle réalité. Et ce que vous voyez là, la courbe des podcasts, est quelque chose d'extraordinaire au niveau mondial. On est le 3e diffuseur de podcasts à l'échelle mondiale, avec actuellement plus de 50 millions de téléchargements par mois. Je ne sais pas quelle est la taille du marché au total, du nombre de téléchargements, mais on sait qu'on en représente, enfin si je le sais à peu près, on sait qu'on en représente environ 5%. La France, c'est 1% de la population mondiale, un peu moins. La France, c'est 2% des internautes au niveau mondial, mais Radio France, c'est 5% des téléchargements de podcasts au niveau mondial. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé, on le voit d'ailleurs très bien sur cette courbe et dans cette forme, au moment où on a intégré la compréhension des usages et la compréhension des utilisateurs. Je ne vous raconte pas tout ce qu'on a fait, parce que j'en aurais pour des heures pour dire ce sur quoi on travaille concrètement, la qualité d'édition des podcasts, la titraille, le découpage, la réactivité, la vitesse pour les mettre en ligne, etc., qui ont des effets concrets, mais qui sont la conséquence d'une analyse d'abord de l'usage. Ça, c'est la croissance des visites sur le site, c'est une courbe qui est un peu différente, qui est un peu moins flagrante, mais néanmoins, on voit quand même qu'il y a une rupture de pente au moment où on se dit, le site, on ne le fait pas juste pour mettre nos contenus au frigo en ligne. On fait des sites parce qu'on veut que Google les trouve, on veut que les contenus puissent être disséminés sur Facebook, et on veut que finalement il y ait des gens qui viennent lire, regarder, écouter ce qu'on leur met en ligne. Donc in fine, quelques chiffres, mais je ne vais pas vous assommer avec ça. Juste quand on voit la somme vertigineuse de contenus qui sont en ligne chez nous, c'est 1,5 million de pages web, 1,5 million de sons en ligne, et je ne compte même pas les vidéos, puisqu'on a lancé ça quand même plus récemment, grosso modo il y a 2 ans. Par contre, chaque mois, je vais juste m'intéresser à 2 chiffres. Le nombre d'écoutes mensuelles. Écoute, c'est quelqu'un qui écoute FIP en streaming, quelqu'un qui écoute Le Masque et la Plume en podcast, ou quelqu'un qui regarde Guillaume Meurice en vidéo sur Facebook. Et l'autre chiffre sont les visites sur nos sites. Chacun de ces 2 chiffres dit qu'on a à peu près entre 5 et 6 millions. 5 et 6 millions de visites par mois sur nos sites. Bah oui, c'est pour dire que j'ai bientôt terminé. 5 et 6 millions d'écoutes par mois sur l'ensemble des plateformes. Ben, quand on est à ces niveaux de volume, sachant que pour Radio France, on est à 14 millions d'auditeurs quotidiens, on est sur des chiffres qui sont pas encore comparables aux médias radio, mais qui prennent une part prédominante. Et on peut faire le pari qu'avec ça, on a probablement réussi à aller nettement plus loin que les 50% de la population française qui nous écoute en hertzien. Je voudrais juste dire une autre petite chose. En combien ? En 5 minutes, d'accord. Ça, ce que vous voyez là, c'est un studio. Là, en l'occurrence, c'était l'émission de Charline à 17h l'après-midi. Charline Vandenecker et Alex Vizorek, qui s'appelait avant Si tu écoutes, j'annule tout, et maintenant Par Jupiter.
qui est un de nos plus gros cartons en podcast, mais aussi en vidéo, puisqu'on découpe des pastilles d'humoristes et des chroniques qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, et qui marchent très bien sur YouTube et sur Facebook en particulier. Mais j'ai pris un peu de recul sur le studio pour montrer qu'il y avait 2 personnes qui travaillaient à la fabrication de ça directement. La personne à gauche s'appelle un technicien, un ingénieur du son. C'est lui qui s'assure que les bons sons sont envoyés au bon moment avec les bons niveaux de volume. Et celui de droite est un réalisateur, ou un chargé de réalisation, qui est comme un réalisateur à la télé ou au cinéma, et qui s'assure que le rendu éditorial est à la hauteur de ce qu'on veut faire. Un des enjeux primordiaux pour moi dans la transformation numérique de Radio France était que ça ne soit pas l'apanage d'une caste à part au sein de cette grande maison. Vous voyez, à peu près 4500 salariés. Il ne fallait pas que ce soit l'objet de 150 salariés de faire que le média se diffuse partout. Donc ces 2 personnes-là, maintenant, on leur demande aussi un certain nombre de tâches qui sont liées au numérique. On a cet été, en plein cœur de l'été, le 27 juillet, signé un accord collectif qui était en discussion avec les syndicats depuis 10 ans, mais qu'on a réussi à remettre dans le bon sens, pour expliquer, contrairement à ce qu'ont fait la plupart des médias, qui ont créé des équipes numériques dédiées d'une part, ou d'autre part, qui ont imposé de force le numérique à des gens qui ne voulaient pas en faire. On a mis en place un plan de transformation de la façon de fabriquer le numérique avec tous les salariés. Ce que Radio France peut faire maintenant avec ses salariés, c'est exiger de chacun qu'il fasse sa part de contribution au numérique. Pour un journaliste, écrire un article, pour un technicien, découper un son ou une vidéo pour Facebook, etc. Il ne peut pas le faire dans n'importe quelle condition. Radio France doit d'abord expliciter sa stratégie éditoriale, expliciter qui fait quoi, que ce ne soit pas juste de l'arrangement au jour le jour, former les équipes, c'est un travail considérable, les équiper, on ne peut pas demander à un journaliste ou à un technicien à Raqqa d'aller ramener des photos et des vidéos d'une zone de guerre quand on le laisse se débrouiller avec son téléphone personnel, on a besoin de l'équiper un tout petit peu. Mais modulo ça, on est en train de mettre cette transformation, en mettant l'usage au centre, et 2, en mettant les salariés également au cœur de cette transformation. Et petit à petit, voilà, on arrive à transformer notre modèle économique qui est touché de plus en plus de monde. Je vous remercie.